Nous en venons maintenant donc au dernier temps de ce colloque. Comment penser l'Anthropocène? Une table ronde finale, mais dont je vais vous présenter de gauche à droite les participants en indiquant leur institution. Donc, Pierre Ducret, de la Caisse des dépôts et consignations, où il est en charge des questions climatiques. John Crowley, qui à l'UNESCO s'occupe des sciences humaines et sociales. Et Pascal Durand, député européen d'Europe Écologie Les Verts. Alors, avant d'indiquer ce qui va être le thème de la table ronde, je voudrais que nous arrivons à la fin, donc je vais commencer les remerciements que nous poursuivrons à la fin de cette table ronde, mais en remerciant ceux qui ont rendu possible financièrement que cette manifestation se tienne. Et je le ferai d'autant plus volontiers que certains représentants de ces institutions qui nous ont permis de réunir cette manifestation sont là. Donc en commençant par la Caisse des dépôts et consignations et l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, qui a été, je remercie Pierre Ducret d'ailleurs, qui était à l'origine qui a eu l'idée de ce colloque et qui nous a stimulés pour le faire. Ensuite, je continue à ma gauche. L'UNESCO a bien voulu être associé et nous aider dans l'organisation de ce colloque, et a été très important pour élargir l'ouverture en insistant sur la présence de participants venus du Sud. Et c'est grâce à l'UNESCO qu'ils peuvent être là. Quant au Parlement européen et donc au groupe des Verts qui en font partie, ils ont bien aussi voulu nous soutenir. Et là aussi, la façon dont on a employé leur argent, dans une possibilité d'ouverture, puisque les traductions que vous avez pu avoir, et je remercie les traducteurs qui ont fait un très gros et très utile travail, ont pu être financées grâce au soutien du groupe européen d'Europe Écologie Les Verts. Alors à ça, j'ajouterai des financements plus institutionnels. Le Collège de France, en nous donnant accès à ces locaux, a eu aussi, au niveau financier, une très grande importance. Et j'ajouterai pour Paris 1, pour l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne, qui nous a aussi soutenus en même temps que le CNRS. Bon, à cela s'ajoutent des partenariats avec Momentum, notamment un Esprit, dont un numéro spécial, la partie spéciale du numéro de décembre sera consacrée à l'Anthropocène et réunira des contributions de participants à cette conférence. Bon, mais j'en viens au sujet de la table ronde. Alors, il serait bien à la fin d'un colloque de faire une synthèse et de vous dire l'Anthropocène, c'est. Je crois qu'on ne peut pas, on vient de le voir, que l'Anthropocène est une notion discutée, si discutée même qu'on trouve qu'elle s'use un peu vite, il faudrait un peu changer de mots et parler par exemple de nouveaux régimes climatiques.
Bon, on a vu aussi, et moi ça me paraît important, que cette notion qui a effectivement le grand mérite de réunir des spécialistes de sciences qu'on dit de la nature ou sciences dures et des spécialistes de sciences sociales dont on a vu l'implication tous ces jours, à la fois elle les réunit, mais en fait elle ne les réunit pas complètement. Et on retrouve facilement la polarité entre ce que disent les géologues, et même s'ils peuvent parler ensemble, et ce que disent les sociologues, les historiens ou les anthropologues. Je crois que la question a un peu tourné autour d'une question de savoir l'ampleur de la rupture entre, alors, l'Anthropocène et l'Holocène, mais en quoi l'Anthropocène doit être compris ou non comme une rupture radicale avec la modernité. Est-ce que c'est, comme il a été dit, un Occident qui constate sa défaite, ou bien est-ce qu'il s'agit du point ultime de la modernité, jusqu'à quel point donc il y a changement de paradigme, comme il a été dit, ou quel type de continuité? Je crois que la question reste ouverte, et elle reste ouverte en particulier sur la question de la paix et de la guerre. Est-ce que la modernité, c'est la recherche de la paix? Est-ce que l'Anthropocène, c'est l'existence de groupes en guerre? C'est aussi une question qu'on a vu ressurgir à plusieurs reprises. Et rebondissant sur un terme qui lui est certes pas propre, mais qui a été employé par Bruno Latour, celui de géopolitique, eh bien, je propose que cette table ronde finale, et vitale peut-être, s'interroge sur qu'est-ce qu'il en est de la géopolitique de l'Anthropocène. Je ferai remarquer... Bon, on a vu le lien qu'il y a entre Anthropocène et changement climatique. On peut dire un peu que l'Anthropocène est le nom qu'on essaie de donner au changement climatique, peut-être pour donner à plus d'ampleur et inclure plus que le changement climatique, ou ce que le changement climatique amène à prendre en considération. Mais depuis 1990, qu'on parle de changement climatique, au niveau géopolitique, on a changé de catégorie. Je relisais récemment un article d'un militant indien qui très tôt a dénoncé ce qu'il pouvait y avoir de domination, vous allez voir pourquoi j'ai du mal à dire le nom, de domination, disons, coloniale ou néocoloniale sur ces questions climatiques. Mais lui, c'est un article de 1991, donc Daniel Agarwal, et on est encore dans le tiers-monde. Quelques années plus tard, au moment, disons, de Kyoto, ben, il n'y a plus de tiers-monde parce qu'il n'y a plus de deuxième monde. Donc il y a eu une modification géopolitique extrêmement importante, et à ce moment-là arrive une nouvelle polarité qui est celle du Nord et du Sud. Et si on regarde et tout ce qui a pu se dire sur la justice climatique, on se rend compte à quel point les questions climatiques sont fortement polarisées par une forte polarité entre le Nord et le Sud, à tel point, toujours pour revenir à cet article d'Daniel Agarwal, qu'il parle de colonialisme climatique là où, alors, ceux du Nord, pour employer un terme ultérieur, parlent d'équité, de justice climatique. Donc c'est pour dire à quel point l'opposition Nord-Sud sur les questions climatiques se fait autour d'une polarité Nord-Sud qui implique de parler de responsabilité historique, de parler de dette climatique, de parler de global commons, de l'atmosphère comme un bien commun, là où dans des élaborations de la question de la justice climatique qui relèvent plus du Nord, on va refuser, ou on va parler d'un autre type de responsabilité, on va refuser de parler de dette climatique, et on va très peu parler de global commons. Donc, la question, je pense, qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il en est maintenant dans l'Anthropocène? Est-ce que cette
polarité tient toujours, ou est-ce que le développement même de la situation politique tente à changer les choses? Et je parlerai ici de ce qu'on nomme les basiques, hein, Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine, donc des pays émergents qui sont des gros producteurs, des gros émetteurs de gaz à effet de serre, à tel point, nous le savons tous, que la Chine est le principal, en chiffres cumulés, émetteur de gaz à effet de serre. Et ce matin, quelqu'un a dit... Ça peut-être ça remettait en cause la culpabilité du Nord vis-à-vis à l'égard de sa responsabilité historique et à l'égard du Sud. Pensons aussi comment une approche en termes de justice globale, en termes cosmopolitiques, va poser qu'il y a certes des riches et des pauvres tout autour du monde, mais que pour bien prendre en compte les inégalités, il faut annuler les frontières ou ne pas en tenir compte, et donc faire comme si le globe n'ont pas été unifié, on est dans des situations d'affrontement, mais en tout cas comme si les divisions territoriales, ce système westphalien qu'on a l'habitude de tourner en dérision, n'avait plus de sens. Donc la question que je voudrais poser aux trois intervenants, c'est... Alors, on ne va pas la résoudre ce soir, mais de donner quelques éléments sur qu'en est-il de la géopolitique de l'Anthropocène. Est-ce qu'elle apporte des éléments nouveaux? Quelle polarité y trouve-t-on ou n'y trouve-t-on pas? Alors, je vais demander à Pierre Ducret d'intervenir le premier, puis je demanderai à Pascal Durand et à John Crowley, en philosophe qu'il est, de jouer un rôle peut-être de modérateur. Pierre, si tu veux bien. Merci Catherine. Je voudrais d'abord préciser que je ne suis pas du tout un spécialiste de la géopolitique et donc a priori je ne suis pas compétent pour répondre à cette question. Ce qui est vrai, c'est que j'observe la négociation climatique et la question du climat au prisme de l'économie et de la finance depuis maintenant une quinzaine d'années. Et que ce n'est pas un mauvais poste d'observation pour tenter d'apporter une contribution à la réponse à cette question. Je pense qu'effectivement, les choses sont en train de se déplacer. À vrai dire, elles se déplacent tout le temps, mais assez rapidement depuis quelques années. Alors, tu as évoqué l'entrée en scène des basiques. Rappelons que l'élément très important dans l'évolution de la géopolitique, probablement, c'est la création du G20 en 1999. Qui représente donc les 19 pays plus l'Union européenne, qui à eux seuls représentent à peu près, si je me souviens bien, presque 90% du PIB mondial, plus des 3/4 des émissions, lorsqu'il s'agit de climat, et pareil, plus des 3/4 du commerce mondial. Et que cette institution, le G20, d'une certaine façon, est le résultat, alors c'était le résultat des crises financières, des années 90, sa constitution, et il se substitue dans cette approche toujours multilatérale, non supranationale et non universelle de l'action publique mondiale. Il s'est substitué au G8, redevenu récemment G7, de plus en plus comme instance pertinente. Et je dois dire d'ailleurs que cette création a eu des effets extrêmement positifs en ce qui concerne l'efficacité de l'action publique sur le climat. Parce que, par exemple, le fait que les questions parmi les questions les plus efficaces, relativisant, qui ont été posées récemment, il y a celles qui ont été posées par le G20, et notamment la question de la fin des subventions aux énergies fossiles, dont on sait que c'est tout autant que la question du prix qu'on veut donner à l'externalité émission de CO2. En fait, vous savez, les subventions aux énergies fossiles, c'est jamais qu'il y a un prix négatif du carbone, hein, en fait. Donc, et on a pu dépasser, c'est grâce aux positions du G20 et d'ailleurs du Fonds monétaire international aussi, qu'on a pu dépasser l'espèce de... de handicap qu'on avait sur cette question, avec cette idée très mal documentée selon laquelle on ne pouvait pas en sortir parce que les subventions aux énergies fossiles, c'était des subventions pour les pauvres. En fait, on s'est aperçu que pas du tout. C'était surtout les plus riches, un peu partout dans le monde, qui bénéficiaient de l'essentiel de ces subventions. De la même façon, une initiative récente du G20, la saisine
du Conseil de stabilité financière, c'est-à-dire de l'Assemblée des banquiers centraux du monde, sur la question de savoir comment on pouvait envisager le risque que faisait peser le climat sur la stabilité financière mondiale, était un phénomène extrêmement récent, puisque le Conseil de stabilité financière va être présenté à Antalya à l'occasion de la réunion du G20 présidée par les Turcs la semaine prochaine, si je ne me trompe. C'est une question qui fait vraiment considérablement changer les choses. C'est-à-dire que ceux qui ont en charge la gouvernance financière du monde intègrent désormais la question du climat comme un risque pour eux. Pour eux. C'est une nouveauté très importante. On ne sait pas encore exactement quelle réponse on va y donner, mais ça change beaucoup les choses. Le seul fait que la question soit posée. Et vous voyez bien que tout ça, ça se passe en dehors de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que la Convention des Nations Unies sur le changement climatique serait inutile. La Convention des Nations Unies sur le changement climatique, ou qu'elle serait inefficace sous prétexte que les émissions ont continué à croître depuis qu'elle existe, depuis ces 20 éditions dernières. Elle a des forces considérables. D'abord parce qu'elle est plus que les autres agences, plus que les autres conventions des Nations Unies ou les agences de la famille onusienne, plus que les autres, elle a mis en avant cette dimension science-based de l'action. C'est ce qui fait aussi son originalité et sa force. Fondamentalement, l'origine de la Convention se confond avec le GIEC. Et ça lui donne une autorité considérable. Il y a des éléments scientifiques dans d'autres actions à l'échelle des Nations Unies, mais ça n'a jamais pris la proportion qu'a pris, et l'autorité qu'a pris que le GIEC. La deuxième chose essentielle dans la valeur de la Convention sur le changement climatique, c'est évidemment sa dimension, tout ce qu'elle a élaboré sur ce qu'on appelle dans le jargon de la négociation le MRV, Monitoring, Reporting, Verification, qui est fondamentalement la dimension supranationale de la Convention. C'est-à-dire que, et le processus n'est d'ailleurs pas terminé, mais qu'elle ait élaboré un système de mesure des émissions et que soit en permanence en discussion la façon dont les différents pays rapportent sur leurs émissions et les dispositifs de vérification de ces rapports, ça c'est d'ordre supranational. C'est d'ailleurs un point qui est critique dans la négociation sur l'accord, puisque, par exemple, vous avez tous entendu parler du fait qu'un des points essentiels de l'accord de Paris, c'est le mécanisme de révision. Mécanisme de révision qui va s'imposer, qui devrait s'imposer aux contributions nationales, les fameuses contributions nationales, dans cette logique ascendante qui est désormais celle de la négociation. Or, ce mécanisme de révision, c'est en quelque sorte un dispositif, repose sur la possibilité d'avoir un dispositif de rapportage sur la mise en œuvre de ces contributions nationales, donc sur les politiques nationales qui sont conduites, et potentiellement aussi de vérification de leur effectivité. Alors ça, c'est quelque chose qui est absolument insupportable, notamment pour des pays qui ne reconnaissent pas une autorité supranationale par rapport à leur souveraineté de puissance, typiquement la Chine et les États-Unis. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'accord conclu très récemment, quelques jours, l'accord qui a été donné, c'est pas un accord conclu d'ailleurs, mais l'accord donné par la Chine à l'occasion de la visite du président de la République française en tant que futur président de la COP, est un accord très très important qui débloque une grande partie du problème lié à la conclusion d'un accord. Mais vous voyez que cette question supranationale, et s'il doit rester un élément supranational de la Convention, c'est ça, c'est le MRV, parce que c'est essentiel pour arriver à avoir un pilotage à la fois de mesures et d'évaluation sur l'action climatique. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qui change, c'est que, évidemment, l'introduction, les logiques nord-sud, avec leur dimension postcoloniale, parce qu'on vit le passé, évidemment, comme chacun sait, toujours présent, le G77, issu des années 70, représente le Sud et fonctionne encore sur des logiques coloniales. La Chine s'y associe, mais ayons en tête que par ailleurs, la Chine va prendre l'année prochaine la présidence du G20.
Et qu'en tant que présidente du G20, elle ne va pas tenir le même discours que celle qu'elle tient quand elle est à l'intérieur du G77 dans la négociation climatique, où elle se solidarise autant qu'elle peut, ou en tout cas où elle distingue progressivement seulement sa position de celle des pays du G77, dans lesquels il y a aussi les pays les plus pauvres, qui eux-mêmes d'ailleurs ont des positions spécifiques. Donc tout ceci se complexifie grandement. J'ajoute que pour rester dans le champ de l'action publique internationale, on a des dimensions multilatérales et même supranationales qui sont distinctes de la dynamique de la négociation climatique. L'adoption par les Nations Unies des objectifs du développement durable, de ces fameux 17 objectifs de développement durable à New York en septembre, ajoute une autre source de type supranational. Il s'agit d'objectifs partagés désormais à la fois par les pays du Nord et par les pays du Sud. C'est la grande différence par rapport à ce qui les avait précédés, c'est-à-dire les objectifs du millénaire, qui étaient conçus essentiellement comme des objectifs pour le développement des pays du Sud. Alors que là, il s'agit d'objectifs qui sont partagés par l'ensemble de la communauté internationale, à l'intérieur desquels il y a un objectif climat, la question du climat étant présente dans, pratiquement pas les 16 autres objectifs, mais un grand nombre d'entre eux, de façon transversale. Ça, c'est dans le champ, disons, multilatéral. Vous avez des acteurs multilatéraux qui ne sont pas supranationaux, qui eux-mêmes jouent un rôle très important. Typiquement, le Fonds monétaire international, que j'ai cité tout à l'heure, la Banque mondiale, etc. Et vous avez aussi une part, pour rester toujours dans le champ de l'action publique internationale, le rôle des relations bilatérales, et notamment des relations de puissance à puissance. On a bien vu l'année dernière que l'accord conclu entre la Chine et les États-Unis était un des principaux facteur d'accélération de la négociation internationale. Donc tout ça pour dire que le champ même dans le champ même de la négociation entre États, les choses changent et se complexifient énormément. Et en plus, on y ajoute des acteurs non étatiques qui désormais se voient reconnaître l'impact qu'ils ont réellement sur la négociation. Que ce soit ce qu'on appelle les acteurs subnationaux, les collectivités territoriales, comme on dit en français, ou que ce soit des acteurs comme les entreprises, et parmi les entreprises, notamment les acteurs financiers. Ce point est extrêmement important parce que c'est d'une certaine façon cette reconnaissance de plus en plus grande, qui est un résultat d'un processus de plusieurs années, mais qui prend, à l'occasion de la conférence de Paris, un rôle particulier. C'est structuré, ce n'est pas dans la négociation, mais c'est juste à côté, et c'est une façon d'organiser et de coordonner ces dynamiques diverses qui se mettent en œuvre. Donc en fait, il y a un travail de formalisation, une tentative de formalisation de la complexité des processus que nous avons à mettre en œuvre pour, et je voudrais juste terminer là-dessus, à ce stade, pour faire quelque chose. Et si je résume, pour revenir, excusez, au départ, sur le fait qu'on était dans un processus, que c'était le grand mérite de la Convention des Nations Unies, d'être science-based. Si je résume, et en faisant référence à l'exposé de Valérie Masson-Delmotte hier matin, ce que nous avons à faire, c'est, sur le seul sujet assez réducteur tel qu'il est envisagé par la Convention aujourd'hui du climat, si nous voulons tenir l'objectif universellement adopté lors de la conférence de Copenhague en 2009, de ne pas dépasser le maximum de 2 degrés, c'est respecter un budget carbone pour l'humanité, un budget carbone résiduel de 1000 gigatonnes. 1000 gigatonnes qui, une fois qu'on les aura consommées, au-delà de cette consommation de ce budget, il faut passer dans ce qu'on appelle le net zéro. C'est 1000 gigatonnes net encore, et ensuite il faut passer sur un modèle net zéro. On peut décliner, c'est le grand avantage de ça, on peut décliner en programme d'action ce qui en résulte. Ce qui en résulte, pour aller très vite et très simplement, c'est le fait qu'on ne pourra brûler que les réserves de pétrole et de gaz qui sont déjà en exploitation, c'est le fait qu'il faut renoncer dans les 20 ans qui viennent à faire de l'électricité avec du charbon, sauf à trouver le moyen de stocker le CO2 émis par les centrales thermiques, et c'est un programme d'investissement absolument massif aussi pour améliorer la capacité de séquestration des sols, ce qui suppose de déployer l'agroécologie à l'échelle mondiale, etc. Donc, ce programme, ce que je veux dire, c'est... Pourquoi c'est important? C'est qu'il est assez précis.
Et on est capable de le chiffrer. Par exemple, le rapport Stern-Calderon dit que ça représente, si je me souviens bien, la mobilisation de 5% du PIB mondial. C'est-à-dire que ce n'est pas tant que ça. Et ça peut se faire avec beaucoup d'argent, bien sûr, mais avec de l'argent qui existe déjà. Mais quand on dit ça, ça veut dire que pour beaucoup d'acteurs, aussi, les calculs commencent à se faire. Donc pour des acteurs financiers, la logique, c'est de se dire, attendez, si vraiment c'est ça la loi universelle, et si vraiment il faut respecter ce budget, ça change tout sur la prévision d'évolution de la valeur de mes portefeuilles. Parce que ça veut dire que si je détiens des valeurs qui ne sont pas compatibles avec cet objectif de degré, elles vont évidemment se dévaloriser très vite. Ça veut dire pour des entreprises industrielles qu'elles doivent envisager à ces horizons-là de changer complètement leur modèle. Le tout dans un jeu de force pour revenir à la géopolitique dont elles font partie, ces entreprises, dont font partie aussi ces investisseurs colossaux, privés, qui savent aussi qu'on a besoin de cet argent privé pour réaliser ces investissements. Ce n'est pas avec l'argent public qu'on réalisera la totalité des sommes qu'on a besoin de faire. L'argent public est là plutôt pour accompagner. L'argent privé pour se concentrer sur ce qui ne peut être financé qu'avec de l'argent public, typiquement les dépenses d'adaptation dans les pays les plus pauvres. Mais ça a pour conséquence de réveiller aussi des tensions géopolitiques. Parce qu'évidemment, ce que je dis là sur ces budgets carbone pour des pays pétroliers, par exemple, c'est quelque chose d'absolument intolérable. Ou plus exactement, s'ils sont rationnels, ça les amène à des calculs du type est-ce que j'ai une chance que la dernière goutte de pétrole qui sera pompée pour être brûlée, c'est le soit dans un puits qui est sur mon territoire et pas dans le territoire d'un autre. Ce qui a toutes sortes de conséquences, notamment très concrètes sur les manœuvres actuelles de l'Arabie saoudite sur le prix du pétrole mondial. Donc pour éviter que continuent à être exploités des gisements qui nuisent justement à cette perspective. Donc vous voyez que, et là aussi les choses se complexifient. À nouveau, s'il fallait encore qu'elles se complexifient, c'est que, par exemple, le discours le plus anticapitaliste tenu dans l'enceinte de la conférence des partis, est tenu par des pays essentiellement latino-américains, essentiellement la Bolivie, le Venezuela, qui se trouvent être aussi des pays pétroliers, et qui sont très encouragés à ça par des pays du Golfe. Et que l'argument, par exemple, contre le fait de donner un prix au carbone, est un argument qui est très au nom de l'opposition à toute marchandisation de la nature, mise en place de systèmes de marché, etc., est un argument qui est très très largement soutenu par les pays du Golfe, en général dans la bouche de M. Morales. Donc, vous voyez, on a des jeux de contre-pied qui sont absolument saisissants. Je suis pour autant marqué par le fait que tout ceci évolue dans un sens qui donne l'impression que le défi qui est à relever peut être relevé si on l'interprète comme je l'ai interprété là, c'est-à-dire de façon assez factuelle, chiffrée, pouvant servir de base à des stratégies d'acteurs, que ce soit des pays, des groupes de pays, des intérêts financiers, des intérêts industriels, capables de s'aligner sur cette contrainte imposée par la communauté internationale dans toutes ses dimensions. Merci. Catherine, d'abord, voilà le moment le plus terrible où un politique va prendre la parole dans un environnement scientifique et je vais rester très clairement à ma place. C'est-à-dire que je n'ai pas la prétention de pouvoir apporter ici des éléments de réflexion qui dépassent ceux que vous avez pu entendre pendant 2 jours. Et j'en profite, une fois n'est pas coutume, parce que tu as pris, j'allais dire sur toi, de remercier tous ceux qui t'ont aidé à faire cela. Moi, je voudrais d'abord te remercier, Catherine, remercier toute la Fondation de l'écologie politique, Marc, Yves, tous ceux qui l'ont construit, parce que tu sais à quel point j'étais attaché à la création de cette fondation et à quel point ce que tu es en train de faire et ce que tu as prouvé pendant ces 2 jours, c'est effectivement le résultat d'un travail remarquable et surtout d'un espace qui n'était pas occupé
notamment en France, de cette réflexion autour de l'écologie et de l'écologie politique en particulier. Donc Catherine, je tiens à te remercier de manière solennelle et vraiment à te féliciter pour ce que tu fais. La preuve, c'est la réussite de ces 2 jours. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup à la Fondation de l'écologie politique et à Catherine Larère en particulier. Alors, je le dis d'autant plus volontiers parce que là aussi, hein, les écolos sont quand même des gens un peu bizarres. Enfin, cela étant, j'étais en train de réfléchir quel autre politique pourrait venir parler dans un colloque et le conclure sur comment penser l'Anthropocène. Alors là, je dois dire qu'il n'y a vraiment que les écolos, d'abord pour faire des colloques là-dessus pendant 2 jours, remplir les salles et en même temps trouver un politique qui accepte de venir parler de cette question. Mais ça prouve que justement, il y a aussi beaucoup à faire sur la classe politique et sur la manière dont on est formé. Mais tu sais aussi, Catherine, que ces questions, moi, me passionnent et elles me passionnent aussi parce que, au-delà des auteurs, j'ai lu les ouvrages que tu as pu faire sur la philosophie, sur l'éthique et sur l'écologie. Donc voilà, ça c'était pour dire que c'était bien de faire ça. Ensuite, moi je ne vais pas directement, pour rentrer directement dans la géopolitique, mais c'est un sujet, je voudrais quand même répondre, je pense qu'il est parti, parce c'est un homme évidemment qui est très 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 demandé, mais Bruno Latour a dit un certain nombre de choses qui moi m'inquiètent. Alors on va y aller, tant pis, on est aussi un peu là pour polémiquer. La première chose qui m'inquiète, c'est dans sa volonté de se concentrer sur la question climatique, et il y a une question très intéressante qui a été posée sur les ressources, d'une manière générale. Je pense que l'on ne peut quand même pas se dispenser de réfléchir en amont des effets, c'est-à-dire le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, etc., sur les causes. Et les causes, ça reste quand même, depuis la révolution industrielle, mais en amont quand même, le pillage des ressources, la surexploitation de la planète et la folie productiviste. Alors moi, je veux bien qu'on me dise le capitalisme, etc. J'attends que le socialisme me démontre qu'il n'a pas été construit sur les mêmes logiques de destruction de la planète, de l'humanité et le pillage des ressources. Le jour où on me démontre ça, j'accepterai peut-être de re-rentrer dans ce débat anticapitaliste, pro-capitaliste. Moi, pour le moment, je reste dans le débat productivisme ou protection et partage des ressources de manière juste et équitable, et préservation des ressources de la planète. Je le dis parce que je ne voudrais pas qu'on se focalise, encore une fois, uniquement sur la question climatique et qu'on oublie historiquement notre responsabilité de penseurs occidentaux, mais également d'acteurs occidentaux, sur le fait que nous en soyons là aujourd'hui. Alors qu'on appelle ça l'Anthropocène, le Nouveau Monde, etc., pardonnez-moi, alors là, je parle en tant que politique, mais en tant que citoyen, je m'en fous un peu. Franchement, je m'en fous un peu. Parce que si on se contente uniquement de regarder comment on traite les effets sans comprendre pourquoi on est arrivé là, on va recommencer. Et surtout, rien ne va changer. Rien. Et il ne suffira pas de dire, bon, on va arrêter un peu les subventions aux énergies fossiles et puis on va finalement remplacer les voitures à moteur thermique par des voitures électriques. Ben voyons. C'est-à-dire, on va remplacer un mythe, celui du génie humain, celui de la domination sur la nature, parce qu'en gros, l'être humain, c'est tout et peut tout. Parce que la nature est là pour le servir et lui est là pour la dominer. Hein, vous avez lu Descartes, tout ça on le sait. Et donc on va remplacer ce mythe, qui est en train de s'effondrer, par un nouveau mythe. Le génie humain va trouver des solutions, on va mettre un peu de renouvelable, on va foutre un peu d'électricité qui ne sera pas nucléaire. Non. Ce monde-là, il ne marchera pas. Ce monde-là ne marche déjà pas. Mais si la classe politique et les dirigeants considèrent qu'on va remplacer, encore une fois, ce mythe qui nous a détruits, dans notre espèce civilisationnelle, parce que c'est notre civilisation qui est en danger, hein, Edgar Morin l'a dit bien mieux que moi, évidemment. Et donc si on le remplace par un autre mythe, ça ne marchera pas. Donc la question qui se pose, elle a été abordée par Yves tout à l'heure, et j'imagine qu'elle a été abordée, pardonnez-moi, je n'ai pas pu assister à l'ensemble du colloque. Mais c'est effectivement la question démocratique, la question de la gouvernance, la question des choix de société dans lesquels nous nous trouvons. Et c'est le deuxième reproche, pas un reproche, mais encore un peu quand même. C'est un peu facile de dire les États, finalement, ne correspondent plus à l'espace et donc ne sont pas les solutions, etc. Ouais. Moi, j'ai tendance à dire qu'en l'état du monde et de l'humanité, tous les espaces démocratiques, sans exception, sont à prendre en compte. On ne peut pas se permettre à un moment quelconque de dire ce territoire est un espace dans lequel on peut agir. Cet espace, non.
Ça n'existe pas. Et j'aurais bien donné un exemple à Bruno Latour, je vais lui donner maintenant. C'est que moi, je veux bien que les États ne soient pas la solution, parce que c'est un espace dépassé. Je dirai 2 mots après sur ce qu'avait dit Allende sur la démocratie à l'ONU en 1972. Parce qu'il avait déjà posé un certain nombre de problèmes. Il en est mort, le pauvre. Mais ces États qui ne sont pas la clé des solutions, c'est pourtant une des clés des problèmes. On l'a dit tout à l'heure avec la subvention aux énergies fossiles, mais on peut le dire sur tout le reste, sur le modèle, encore une fois, de croissance de cette recherche, bon, je ne vais pas revenir dans le détail sur le productivisme. Mais c'est globalement 1 000 milliards de subventions annuelles, directes ou indirectes, à ce qui pollue, et notamment les énergies fossiles, mais pas que. Donc ces États, ils arrivent bien à trouver des synergies supra-étatiques, parce qu'on nous explique que finalement, ce n'est pas au niveau de l'État que ça se passe. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand ils travaillent ensemble, ils arrivent à trouver les synergies nécessaires. Cet argent, il se trouve aussi bien aux États-Unis qu'en France, qu'au Brésil, qu'en Afrique du Sud, etc. Et on voit bien donc qu'il y a une synergie mondiale. Et ça se passe par quoi? Pas par un argent qui a... Non, par des budgets nationaux, par des États. Ça veut donc dire qu'au niveau des États, nous avons encore la possibilité d'agir. Et on ne peut pas se permettre de dire que dans le monde tel qu'il est actuellement, finalement, les États qui ont été créés il y a 2 ou 3 siècles, oui, tout ça c'est vrai, c'est juste, évidemment. Mais ça n'empêche qu'on est quand même dans un monde où ces États arrivent à trouver des synergies communes pour continuer le modèle qui nous a conduits là où nous en sommes. Et ils ne se privent pas de le faire. Donc moi, ce que j'aurais aimé répondre, c'est quand même que l'on ne jette pas immédiatement la question des États, que l'on ne jette pas non plus la question de notre responsabilité historique, parce qu'elle pose la question des financements, de l'équité, de la justice. On ne peut pas demander, oui, il faudrait que 80% quasiment des réserves fossiles restent dans le sol et ne soient jamais exploitées. Oui, mais sauf qu'il y a des pays qui ont besoin d'argent. Et que donc, nous devons, et nous n'avons pas le droit de nous en laver les mains, et nous n'avons pas le droit de dire, bon, écoutez, maintenant, on va arrêter l'image, et puis, globalement, vous n'allez pas toucher à tout ça, parce que c'est pas bon pour nous. Pas bon pour vous aussi, hein, parce qu'on n'est pas quand même... Donc, c'est pas bon pour vous, mais c'est pas bon pour nous. Non, c'est pas possible, ça non plus. Parce qu'on est le produit d'une histoire. Et que si on explique à un État comme l'Équateur, qui doit laisser le pétrole, qui ne doit pas déforester, eh bien, nous devons trouver les financements. Et c'est à nous de le faire. Et c'est à aller chercher chez ceux qui polluent et qui sont directement à l'origine de cette situation, de manière à ce qu'on ne rajoute pas de l'inéquité et de l'injustice à un monde qui est déjà en train de se déliter. Alors oui, nous avons une responsabilité, oui, nous avons une dette envers les pays du Sud. Et moi, je n'ai pas, je n'arriverai même pas à comprendre que nous regardions la Chine, le Brésil ou l'Afrique du Sud comme des pollueurs sans avoir en amont pris la peine de financer le fait que leur modèle de développement, si on doit parler du développement, c'est un mot qu'il faudrait revisiter, mais que leur modèle de développement ne soit pas conforme au nôtre. Et dernière chose, et je terminerai là-dessus, parce que tu m'avais demandé de faire 10 minutes, je ne sais pas si je suis dedans, moi ça va, bon. La question démocratique, la question du contrôle des États. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'Allende tout à l'heure? Allende, quand il est monté en 1972 à la tribune de l'ONU, il est venu dire « Nous sommes dans un nouveau monde ». Tiens, justement. Ce monde dans lequel l'intérêt général, qui était auparavant géré dans le cadre des frontières étatiques, et je sais qu'Yves est très attaché à la notion de frontières et d'entrée de dedans et de dehors. Pas que toi, mais bon. Je sais qu'on en a beaucoup discuté. En fait, ce qui se passe, c'est que les États ont répondu à une nécessité historique. Ça, c'est vrai. Le colbertisme, c'est ça. C'est le fait, à l'intérieur d'un État, de dire « je règle les règles du commerce ». Et à l'intérieur de cet espace, le commerce fonctionnera sur ces règles-là. Et je le contrôle. Et j'ai la capacité d'intervenir, d'autoriser, de sanctionner, de poursuivre, etc. Et ça a duré pendant 3 ou 4 siècles. Et Allende est arrivé en 1972, et il a dit « attention, attention, des multinationales sont en train d'agir sur l'ensemble de la planète
sans rendre de compte démocratique aux États. Je n'ai plus, moi, la capacité, en tant qu'instance démocratique, je suis élu, j'ai un peuple, j'ai un parlement, je n'ai plus la capacité d'agir sur l'action de ces multinationales. Tout simplement parce qu'elles opèrent en fonction des règles qu'elles choisissent. Le droit social à tel endroit, le droit fiscal à tel autre. Enfin bon, ça aussi, tout ça, vous le connaissez. Mais la question qui a été posée à ce moment-là, et qui n'est pas encore résolue, c'est d'arriver à faire contrôler le fonctionnement de ces entreprises notamment, et de ces groupes transnationaux ou multinationales, par les États ou par des instances démocratiques, qui ne seraient peut-être pas les États, mais je n'en sais rien. Là où je sais qu'on a un problème, c'est que non seulement ces entreprises, qui n'ont pas vocation à gérer le bien commun, parce que ça a été dit tout à l'heure, mais en réalité la question qui se pose, c'est l'intérêt général. Qui est garant de l'intérêt général? On peut critiquer les États. Attendant, c'est quand même un espace où, normalement, quand ils ne sont pas dévoyés, c'est là où se gère l'intérêt général, le bien commun. Et si on enlève cela, comment on va faire? Et donc la difficulté que nous avons, c'est que nous sommes en train de rentrer dans une troisième ère par rapport à la première, où les États contrôlaient, la deuxième, où les entreprises se sont affranchies du contrôle des États. Nous entrons dans une troisième ère. Je ne sais pas si c'est celle de l'Anthropocène, mais en tout cas c'est une ère politique et économique totalement nouvelle, où les États vont être dans l'obligation de se justifier des choix d'intérêts généraux qu'ils font à l'égard des grandes entreprises. C'est ça le monde que l'on est en train de construire, c'est ça le traité transatlantique. Ne nous y trompons pas. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que nous ne pourrons résoudre les questions qui se posent. Nous ne pourrons porter l'intérêt général sur la question de l'eau, sur la question de la terre, sur la question de l'air, c'est-à-dire sur la question du vivant. Ce qui nous a fait ce que nous sommes, nous ne pourrons pas le résoudre si nous ne mettons pas en place les outils de contrôle démocratique qui permettront de veiller à la défense du bien commun et de l'intérêt général. C'est ça le défi que nous avons devant nous, c'est ça le défi du XXIe siècle. Alors, la question climatique, évidemment, est une question majeure, mais la question de l'organisation de nos sociétés, la question des contre-pouvoirs, la question de notre capacité à intervenir et à défendre le bien commun et l'intérêt général contre les intérêts privés, qui se trouvent à tous les niveaux, de l'expertise ou autre, c'est une question que nous devons saisir à bras-le-corps, et je le répète, et je conclurai là-dessus, aucun espace démocratique, aucun n'est à négliger dans ce qui va être le combat de l'humanité contre sa destruction. Merci beaucoup. Merci surtout du défi qui m'est lancé de réconcilier des points de vue opposés, mais qui ne sont pas si opposés que ça, je le pense. Merci de donner l'occasion à un représentant du système des Nations Unies, dont il a été beaucoup question, d'être présent ici à la tribune, même si évidemment, vous le savez, l'UNESCO n'est pas un acteur majeur des négociations climatiques. En tant qu'agence des Nations Unies à vocation scientifique, nous sommes au minimum un acteur significatif des débats sur un certain nombre des implications et des conséquences. Ce qui me frappe dans ces échanges, c'est à quel point il n'y a pas deux positions qui s'opposent, mais un champ de force un peu plus compliqué qui met en jeu un certain nombre de tensions qui, à la fois, ouvrent des possibilités multiples, mais aussi favorisent des dialogues qui peuvent devenir ceux de la surdité. L'une des difficultés, c'est que l'Anthropocène fonctionne bien sûr comme un slogan, l'Anthropocène fonctionne aussi comme un mécanisme de conquête de territoires universitaires à l'usage de la gestion des carrières. C'est normal, ça marche comme ça. On peut faire carrière là-dessus, comme on a fait carrière dans le passé, sur des notions du même genre. Mais il y a quand même quelque chose d'important qui est derrière la notion d'Anthropocène, qui est finalement la tension entre deux manières différentes de regarder des phénomènes comme le changement climatique. Et effectivement, ce n'est pas le seul qui mérite d'être regardé de ce point de vue-là dans ce contexte. La question fondamentale est à peu près la suivante. Quand nous élaborons ce type d'hypothèse, quand nous mettons en avant l'idée selon laquelle
l'activité humaine serait la force tellurique majeure, modelant le système planétaire très largement de manière non voulue, à son insu, et en tout cas en ignorance des conséquences. Sommes-nous en train de dire que c'est quelque chose qui apparaîtrait de manière objective par la nature même des phénomènes? Sommes-nous en train de mettre le doigt sur un système ou une structure qui, en théorie, serait tout à fait indépendante de l'action humaine et de la représentation que nous en avons? Ou est-ce que nous sommes en train de construire un nouvel imaginaire de ce que c'est que d'être humain? Alors, la première possibilité est plus rassurante, parce qu'elle fait apparaître, au moins comme horizon du possible, la définition de problèmes qui auraient des solutions. Et c'est l'une des choses qui est commune aux positions apparemment opposées qui ont été présentées, celle de présenter des problèmes qui étaient susceptibles d'avoir des solutions. Il me semble, il n'est pas là, donc je ne peux pas parler sous son contrôle, et donc je ne suis pas sûr de représenter correctement sa pensée, mais pour autant que je comprenne Bruno Latour et que je sois d'accord avec lui, il me semble qu'il défend, à juste titre, une position un petit peu différente. L'idée de l'Anthropocène, c'est l'idée non pas d'un ensemble de problèmes qui admettraient des solutions, mais l'idée d'une appréhension du monde qui définit un nouveau mode d'être, qui appelle une nouvelle manière de vivre. On peut vouloir, bien sûr, résoudre le changement climatique, au sens résoudre le problème posé par la communauté internationale de réduction de l'augmentation de la température moyenne du globe à moins de 2 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle. Et la volonté un peu techniciste de trouver les solutions qui permettraient de résoudre ce problème, qui est l'approche dominante de la communauté internationale pour d'excellentes raisons, parce que c'est plus rassurant de penser les choses comme ça, parce que les technologies à déployer pour y arriver sont susceptibles de générer des profits considérables qui seront ou non captés par des intérêts privés, mais les profits seront toujours là. Mais en même temps, c'est profondément trompeur. En effet, une fois, admettons qu'on ait réglé ce problème-là, admettons, contre toute évidence, que les États parties de la Convention cadre des Nations Unies adoptent très bientôt à Paris un accord qui permette de garantir ce résultat. En serions-nous quittes pour autant avec le changement climatique ou avec l'Anthropocène? Non, parce que le fondement de l'Anthropocène, c'est l'idée que la connaissance que nous avons du système planétaire et du rôle que nous y jouons nous place en situation de responsabilité à durée indéterminée par rapport à notre devenir et à celui de ce système planétaire. Dit comme ça peut avoir l'air extrêmement compliqué, mais c'est très simple. C'est la question de la connaissance par anticipation et du statut moral et politique de cette connaissance. À quoi j'ajouterais sa distribution inégale et les conséquences morales et politiques de sa distribution inégale. Vous connaissez peut-être ce feuilleton télévisé qui n'a pas eu un succès immense, je crois. La preuve, il n'est même pas diffusé tard le soir sur les chaînes de la TNT, c'est dire. Mais à une certaine époque, il y avait un feuilleton dont j'ai oublié à la fois le titre et les noms des acteurs, mais il commençait de la même façon, chaque épisode. Un homme recevait, par le biais d'un mystérieux chat tout blanc, le journal du lendemain. Vous avez peut-être vu des épisodes de ce feuilleton. Quelqu'un peut-être en connaît même le titre et le dira tout à l'heure. Ah bon? Mais pourquoi il n'est pas rediffusé alors? Parce que Dieu sait qu'il y a des choses étranges rediffusées tard le soir sur la TNT. La question qui était posée à ce personnage et qui était réglée d'une manière plaisante et comme toujours un petit peu caricaturale par les scénarios, c'est quelle responsabilité incombe à celui qui sait ce qui se passerait s'il n'agissait pas. C'est exactement ça le problème de l'Anthropocène, et c'est un problème qui est inscrit dans la structure de notre connaissance et pas simplement dans les cadres de notre action. Autre référence littéraire, imaginons que nous sachions, comme dans telle nouvelle d'Arthur Clarke, qu'une nouvelle glaciation est inévitable à un terme que nous pouvons mesurer parce qu'un nuage de poussière cosmique va venir se placer entre le Soleil et la Terre de telle manière que les zones tempérées deviennent inhabitables.
personne ne prétendrait que l'homme y est pour quelque chose. Est-ce que nous en conclurions qu'aucune responsabilité d'action n'incomberait à personne? Bien sûr que non. De même que nous considérons qu'il est de la responsabilité des États de trouver des manières de protéger la Terre contre l'impact des astéroïdes, avec d'énormes difficultés quant à savoir ce qu'il est éthique ou prudent de faire en la matière, de même, il y aurait une attente légitime d'action de la part de ceux qui savent parce qu'ils savent. Et je crois qu'on néglige dans l'ensemble de ces discours cette dimension cognitive, cette dimension épistémique, cette dimension du chat blanc qui vous apporte le journal du lendemain, dans la structure du problème tel qu'il se pose à nous. Ensuite, la deuxième ensemble d'opposition, c'est entre la volonté de faire entrer ce problème dans les cadres dont nous avons hérité, parce que ce sont les seuls dans lesquels nous pouvons chercher des solutions, ou d'autre part, la volonté, sur la base de cette compréhension des interactions systémiques ou structurelles, de chercher des formes politiques qui seraient nouvelles pour justement se placer à la hauteur de la connaissance que nous avons des systèmes. Et du coup, au-delà de la question quelle démocratie, qui est effectivement dans le système tel que nous en avons hérité et qui est d'une importance essentielle, la question, et là aussi je paraphrase un petit peu Bruno Latour, la question des formes politiques qui pourraient être à la hauteur de la connaissance que nous avons du système planétaire dont nous sommes les agents conscients, la partie pensante, est une question qui va bien au-delà de la question finalement relativement secondaire de savoir exactement quel rôle auraient les États, le système des Nations Unies, les collectivités territoriales ou les entreprises dans la gestion des problèmes. Mais ça dépend aussi, bien sûr, et j'en terminerai par là, à quelle échelle on se situe. À l'échelle des 2-3 ans qui viennent, il est clair qu'il faut agir dans le système tel qu'il est pour en utiliser les leviers économiques, pour en pousser un petit peu les paramètres politiques, puisque, sans vouloir résoudre le problème, nous avons des problèmes urgents à résoudre, qui sont ceux que les Nations Unies ont adoptés sous la forme des objectifs du développement durable. La question de l'élimination de l'extrême pauvreté ou de la faim, par exemple, se place dans cette compréhension que nous avons du système planétaire et du rôle que nous y jouons, mais ne peuvent pas attendre que nous ayons pris pleinement conscience de ce qui est virtuellement à l'œuvre dans le déploiement de nos connaissances scientifiques. Mais il n'en demeure pas moins qu'à un terme plus long, la question de savoir quelle est la forme politique cohérente avec cette compréhension de notre connaissance et du rôle que notre connaissance nous donne n'est pas réductible aux solutions à court terme que nous pouvons apporter à des problèmes facilement identifiables. Je n'ai aucune solution, évidemment, à proposer à cette disjonction, mais il me semble qu'on aurait tort, au simple titre que c'est compliqué et pas pour tout de suite, et qu'il y a d'autres urgences, de balayer ces interrogations pour se concentrer sur ce qui est juste devant le bout de son nez. Ça ne résout rien, mais ça permet peut-être de rassembler un certain nombre de fils qui ont fait l'objet des discussions dans ce colloque. Merci. Ne partez pas, je vais demander à Philippe Descola, maître d'œuvre et sans qui cette conférence n'aurait jamais eu lieu, de la clore. Je vais être très bref parce que je ne voudrais pas contraindre le personnel du Collège de France à rester au-delà de 7 heures. Il est déjà 7 heures passées. Lorsque Catherine Larrey m'a proposé de m'associer à elle il y a quelques mois pour faire un grand colloque sur la façon dont les sciences sociales, au fond, nous avions d'abord pensé aux philosophes et aux anthropologues du fait de nos spécialités respectives, et puis nous avons ajouté les sociologues. En fait, on a bien vu qu'il s'agissait des sciences sociales en général. Comment les sciences sociales s'attachent à penser le changement climatique. J'ai accepté évidemment avec enthousiasme, et il m'a immédiatement paru que le Collège de France était un excellent endroit pour accueillir cette manifestation, d'autant plus que le Collège de France organise plusieurs manifestations sur ce même thème, d'économistes, de spécialistes de l'énergie, de spécialistes
de la chimie en particulier, puisque la question de l'énergie joue un rôle considérable, et que lundi prochain, nous organisons précisément un grand colloque qui sera conclu par une table ronde où plusieurs d'entre nous dialogueront avec le président de la République. Donc oui, Monsieur Durand, les hommes politiques n'hésitent pas à venir au Collège de France pour parler de questions importantes. Je voudrais surtout, comme on l'a déjà fait, remercier Catherine Larère parce que cette association a été très légère pour moi et l'essentiel du travail, c'est Catherine qui l'a fait. Et je dois dire que j'en tire un immense plaisir comme consommateur, si je puis dire, des débats et des discussions qui ont lieu ici. Il me semble que depuis le début, depuis la conférence inaugurale, si je puis dire, que j'ai eu l'occasion de donner, jusqu'à celle de Bruno Latour, et ce qui transparaît des débats que vous venez d'avoir à la table ronde, un thème n'a cessé d'être présent, c'est celui des emboîtements d'échelle, de temps et d'espace. C'est la nécessité de conjuguer à un niveau global, pour ce qui est un phénomène global, le réchauffement climatique d'une part, avec le rôle des États, puisque au fond nous avons fait tout cela pour saisir l'occasion de la COP21 et d'essayer d'infléchir, ou en tout cas de pousser très très fort dans le cadre de cette manifestation pour que des résultats un petit peu, qui ne soient pas désespérants, puissent être obtenus, pour que donc un phénomène global puisse recevoir un traitement global, parce que c'est indispensable aussi, mais aussi que les échelles locales, que ce soit les écosystèmes, les territoires, les zones sensibles, les communautés de vie, peu importe le nom qu'on leur donne, soient aussi représentées. Il est bien évident que le nouveau régime de la Terre, quel que soit le terme qu'on puisse donner à ce qui nous occupe ici, ne pourra, au fond, devenir ou aboutir à un lieu habitable pour tous que si des actions, des mobilisations sont entreprises à chacun de ces niveaux. Donc je voudrais remercier tous les participants à ce colloque, évidemment, bien sûr, les gens qui ont pris la parole, mais aussi le public qui, par des questions très souvent fort pertinentes, a fait avancer la discussion. Et je pense que c'est un moment parmi d'autres de toutes les manifestations qui ont commencé à se multiplier en France comme dans d'autres pays sur cette question de l'anthropocène. Ma seule contribution peut-être dans cette affaire, Catherine, c'était de proposer le titre. Absolument. Comment penser l'anthropocène. Il m'a semblé que ce concept d'anthropocène, et on l'a vu au cours de ces 2 jours, était précisément suffisamment un motif de débat, de discussion, de clivage, etc., pour précisément engager des discussions intéressantes. Et donc je pense que c'est une étape dans une série de manifestations de ce type-là, et une étape aussi dans les réflexions que nous menons tous en collaboration, comme l'a rappelé tout à l'heure Bruno Latour, avec les sciences de la nature et les sciences sociales. Alors effectivement, c'est des termes qui n'ont plus guère de sens maintenant, mais qu'il faudra aussi réinventer. Nous sommes face à un énorme travail de reconceptualisation dans toutes ces sciences, de façon à nous adapter à une nouvelle situation du régime de la Terre. Merci à tous.